Bonjour à tous et bienvenue dans Sport à 360. Aujourd'hui, je vous présente un nouveau podcast. Aujourd'hui, on va se plonger dans la saison 2025 de Formule 1. Vous vous demandez pourquoi il faut absolument suivre cette année? Pas de panique, je suis là pour vous donner toutes les clés afin de mieux comprendre les enjeux, les nouvelles dynamiques, les pilotes à surveiller. Préparez-vous, c'est une saison qui s'annonce pleine de surprises. Maintenant, un petit peu d'historique sur ce qu'il s'est passé la saison dernière. La saison 2024 de Formule 1 a été très intense, avec comme résultat final McLaren champion constructeur grâce à ses pilotes Lando Norris et Oscar Piastri, et Max Verstappen, malgré une troisième place de Red Bull, finit quand même vainqueur du championnat pilote pour la quatrième fois avec un retour de la concurrence. 2025 marque la saison sous cette réglementation avec le grand bouleversement de 2026. Une nouvelle réglementation va donc avoir lieu, avec notamment des changements importants. Un nouveau carburant plus écologique, des changements aérodynamiques majeurs et également la refonte des moteurs, avec notamment de nouveaux motoristes tels que Audi qui va remplacer l'écurie Sauber, Honda qui va terminer son partenariat avec Red Bull et va donc aller avec Aston Martin, et l'arrivée de la nouvelle écurie Cadillac F1 Team en 2026. De ce fait, la saison 2025 va être importante pour les écuries qui vont devoir jongler entre performance et la préparation de la saison 2026. Tout d'abord, un petit peu de contexte avec une revue de l'entièreté des écuries, avec notamment les changements importants, tout cela dans l'ordre du championnat constructeur de la saison 2024. Tout d'abord, McLaren. Champion constructeur en 2024, McLaren vise désormais le titre pilote. Norris et Piastri ont déjà gagné des courses la saison passée avec 2 victoires chacun. Maintenant, ils vont devoir être prêts à battre Max Verstappen sur une saison complète, ainsi que Ferrari et Mercedes. Cela va être assez compliqué, je pense, car il va falloir qu'ils soient très réguliers les deux et que McLaren décide de choisir son numéro 1 à la place de l'un ou de l'autre et de faire des choix. Comme l'a dit Bruno Famin, il va falloir trancher dans le vif. Deuxième du championnat constructeur l'an passé, Ferrari a réalisé l'énorme coup de signer le septuple champion du monde, Lewis Hamilton. Lewis arrive donc chez Ferrari pour avoir comme objectif de gagner le 8e et de passer Michael Schumacher avec le plus grand nombre de titres et bien évidemment de gagner avec Ferrari. C'est un pari qui peut s'avérer historique si les rouges arrivent bien évidemment à avoir la voiture qui correspond pour leur permettre de déclencher à Charles Leclerc ou à Lewis Hamilton son premier ou son 8e titre. Après des années de frustration, Charles Leclerc va peut-être enfin décrocher son premier titre et il va avoir une forte concurrence avec Lewis Hamilton. La question que tout le monde se pose, c'est est-ce que Ferrari va rivaliser avec McLaren et Red Bull pour la prochaine saison? Maintenant, passons à Red Bull. Red Bull qui a eu un début de saison 2024 dominant, notamment sur les 6 premiers Grands Prix, puis ensuite McLaren a donc pris l'ascendant avec des périodes de domination sinusoïdales, avec notamment des périodes de domination très importantes et des périodes de domination assez faibles. Red Bull a donc changé également sa composition de pilote, avec bien évidemment Max Verstappen en tant que leader de l'écurie, qui vise lui son 5e titre, mais attention, la concurrence se rapproche. Le nouveau coéquipier de Max Verstappen est le néo-zélandais Liam Lawson. Celui-ci vient d'être promu dans l'écurie mère Red Bull et il aura pour rôle de faire mieux que l'ancien coéquipier de Max Verstappen, le Mexicain Sergio Pérez. Aura-t-il le rôle de simple équipier de luxe de Max ou alors pourra-t-il espérer faire beaucoup mieux que son prédécesseur et permettre à Red Bull de consolider son duo de pilotes, car actuellement Red Bull est un peu dans une phase compliquée, c'est-à-dire qu'aucun pilote actuellement ne permet à Red Bull de jouer le titre constructeur et aucune personne de leur centre de formation de F2 ou de F3 n'a pour l'instant fait assez de choses pour pouvoir prétendre au baquet Red Bull. Maintenant, passons à Mercedes, qui ont donc terminé à la 4e place du championnat constructeur et met fin à la collaboration avec Lewis Hamilton après 12 ans d'étroite collaboration entre l'écurie allemande et le pilote britannique. C'est un autre Britannique qui prend les commandes en partir de 2025, c'est George Russell, le pilote de l'académie Mercedes, après 3 années passées chez Williams et 3 saisons chez Mercedes. Il entame donc sa 7e saison en Formule 1.
Celui-ci arrive avec comme rôle d'être leader, mais malheureusement, il ne lui reste plus que 7 années de contrat. Il va donc devoir montrer à Mercedes qu'ils peuvent compter sur lui, sur le présent et également sur le futur. Et en parlant de futur, bien évidemment, l'arrivée de l'Italien Andrea Kimi Antonelli, qui est un rookie ultra prometteur de 18 ans, qui arrive bien évidemment dans un top team. Et donc la question qu'il se pose, c'est va-t-il réussir à supporter la pression et à avoir des résultats proches de ceux de Russell pour permettre à Mercedes d'espérer jouer des victoires dans cette saison 2025 et de se rapprocher de la concurrence, bien que celle-ci soit extrêmement resserrée. Maintenant, passons à la déception de la saison dernière, Aston Martin. L'écurie de Lawrence Stroll, le Canadien, va donc devoir remonter la pente après une deuxième partie de saison catastrophique du côté de chez Aston Martin. Les Verts ont eu énormément de mal à rapporter des points. Ils finissent 5e du championnat constructeur en grande partie grâce à leur première partie de saison où ils ont pu engranger des points lorsque par exemple Alpine en début de saison n'était pas du tout au rendez-vous et lorsque Mercedes avait encore quelques soucis de voiture. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut savoir pour cette prochaine saison concernant Aston Martin ? Fernando Alonso reste redoutable malgré ses 43 ans et une expérience à toute épreuve. Celui-ci permet d'être le curseur d'Aston Martin. Si lui est bon, alors la voiture est bonne. Mais malheureusement, il a un coéquipier à côté de lui qui doit prouver qu'il mérite son baquet. Surtout avec l'arrivée d'Honda en 2026, qui peut-être va vouloir changer les choses. Bien que Lawrence Stroll, le père de Lance bien évidemment, lui laisse son baquet et a bien évidemment un CDI vu qu'il a des résultats plus que moins bons et c'est un petit peu énervant pour l'écurie des Verts qui ne peut pas capitaliser avec deux pilotes de la trempe de Fernando Alonso. Attention, Honda est une marque japonaise, un pilote japonais d'une autre écurie est en fin de contrat. Yuki Tsunoda est peut-être l'un des pilotes pressentis pour prendre le baquet Aston Martin et de peut-être faire équipe avec Fernando Alonso en 2026. Maintenant, parlons de notre chère écurie française Alpine. Alpine a eu une saison très compliquée la saison dernière, tout simplement car la voiture n'était pas du tout au rendez-vous. Pierre Gasly et Esteban Ocon ont fait ce qu'ils pouvaient et un miracle a eu lieu lors du Grand Prix de Sao Paulo au Brésil, où les deux Français ont réalisé un exploit en montant sur la deuxième et la troisième marche du podium, qui ont permis à Alpine d'engranger des points importants et bien évidemment de passer les trois autres écuries devant au championnat constructeur. La fin de saison de l'Alpine était d'une meilleure qualité avec bien évidemment les bonnes performances de Pierre Gasly comparativement à celles d'Esteban Ocon qui était en partance chez Haas et donc qui n'a pas forcément eu toutes les évolutions de la monoplace dont a bénéficié Pierre Gasly, qui a donc permis aux pilotes normands de réaliser de très bonnes performances avec notamment, je crois, 3 courses terminées dans le top 10 pour finir la saison qui ont permis à Alpine de dépasser notamment l'écurie américaine Haas au championnat constructeur et a donc ainsi d'avoir des perspectives pour l'avenir d'une meilleure qualité. En parlant de perspectives pour l'avenir, l'écurie a bien évidemment signé son pilote de réserve la saison passée, Jack Doohan, en tant que pilote titulaire. Les rumeurs disent qu'il n'a qu'un contrat de 5 courses et surtout l'écurie a signé l'Argentin Franco Colapinto, le pilote Williams qui avait fait sa pige après le départ de Logan Sargent au bout de 16 Grands Prix la saison passée. Cela va peut-être mettre la pression à Jack Doohan qui lui n'a qu'une seule course de Formule 1 à son actif, c'est-à-dire le dernier Grand Prix de la saison à Abu Dhabi en 2024, tandis que l'Argentin a déjà 8 courses dans ses mirettes et cela va donc mettre une pression importante à Jack Doohan si celui-ci ne surperforme pas ou ne performe pas à la hauteur de Pierre Gasly. Attention car son siège pourrait chauffer. La saison d'Alpine a donc été un petit peu compliquée avec notamment beaucoup de remue-ménage en interne, des changements. On ne sait toujours pas qui est véritablement le maître à bord, même si on pense qu'avec l'arrivée de Flavio Briatore, ancien directeur d'écurie de l'écurie Benetton en 1994 et 95, avec notamment les titres de Michael Schumacher. Je pense que vous devez bien évidemment connaître, très grand pilote et peut-être l'un des plus grands pilotes de l'histoire de ce sport. De ce fait, Alpine va donc devoir réagir, car ses résultats ne représentent pas le classement auquel ils sont dans cette saison 2024 de Formule 1. Attention à ne pas se retrouver aux dernières places comme la saison passée.
Maintenant parlons de Haas, l'écurie américaine. Celle-ci sort d'une très belle saison 2024 avec une 7ème place à l'arrivée. Des performances qui en ont surpris plus d'un, même les dirigeants de Haas eux-mêmes, notamment le directeur d'écurie Ayao Komatsu qui remplace l'allemand Gunther Steiner. Le départ de celui-ci a donc permis d'avoir Ayao Komatsu aux commandes et le japonais a permis d'obtenir une culture beaucoup plus saine en interne, bien qu'il ne faut pas nier le travail de l'allemand qui a permis à l'écurie de se refaire une santé, notamment financière, avec l'arrivée de Nikita Mazepin et de Mick Schumacher, bien que les performances de l'écurie furent mauvaises. La saison de Haas fut notamment marquée car Nico Hülkenberg, le pilote allemand, a réalisé des très bonnes saisons en ayant énormément de passages en troisième partie des qualifications, la Q3 se qualifiant, c'est-à-dire dans le top 10. Cela a donc permis à Haas, grâce à de grosses performances en qualification, d'engranger beaucoup de points et de terminer à cette belle 7ème place. Pour la saison 2025 et la suivante, Haas a totalement changé sa composition en passant de Kevin Magnussen, le Danois, et Nico Hülkenberg, l'Allemand, deux trentenaires assez expérimentés, en se tournant vers un duo un peu plus jeune, un peu plus cohérent, avec le Français Esteban Ocon qui quitte donc l'écurie française Alpine pour rejoindre Haas. Le Français va permettre une grande stabilité au niveau des résultats car le Français est un des pilotes les plus constants du circuit. De l'autre côté, l'arrivée du Britannique Oliver Bearman, l'homme ours comme on l'appelle, pilote de la Ferrari Driver Academy car Haas a encore et toujours des liens avec l'écurie italienne. Le pilote britannique va arriver dans l'écurie américaine avec un contrat pluriannuel. Oliver Bearman s'est notamment fait connaître grâce à sa grande course à Jeddah en Arabie Saoudite lorsqu'il a remplacé Carlos Sainz, victime de l'appendicite. Celui-ci a été exceptionnel car il a su faire preuve d'une grande capacité d'adaptation en passant d'une Formule 2 à une Formule 1 avec notamment beaucoup de procédures à connaître. L'anglais va être un baromètre pour Esteban Ocon et Esteban Ocon va être un baromètre également pour l'anglais. Les deux vont devoir se tirer vers le haut pour permettre à Haas d'avoir des ambitions beaucoup plus importantes et peut-être d'aller chercher Aston Martin ou Alpine. Mais ce qu'il compte, c'est la saison 2026 avec, si possible, des performances qui vont permettre à l'écurie d'aller jouer potentiellement le haut de tableau pour la saison 2026. Maintenant, passons à l'écurie basée à Faenza en Italie, Racing Bulls. L'écurie Racing Bulls est donc bien évidemment la petite sœur de l'écurie Red Bull, l'écurie autrichienne. Celle-ci va donc permettre en 2025 à l'écurie mère Red Bull de tester ses pilotes, notamment le japonais Yuki Tsunoda, voir si celui-ci est capable, face à un rookie très prometteur français du nom de Isaac Hadjar, de réussir à performer. Car si le français a des grandes ambitions et le dit dans les médias, la personne qu'il affronte est Yuki Tsunoda, qui est un pilote qui entre dans sa 5e année de Formule 1, et celui-ci va devoir prouver et va devoir montrer que face à un très bon rookie comme Isaac Hadjar, second du championnat de Formule 2 la saison passée, il va devoir se montrer à la hauteur et devoir le battre. Du côté du français, il n'a qu'un contrat d'1 an, il va devoir briller assez rapidement pour être sûr de garder sa place en 2026 dans son siège. Soit dans le siège Red Bull s'il performe plus que Yuki Tsunoda et que Liam Lawson a des difficultés à performer dans la Red Bull, ou alors de rester tranquillement chez Racing Bulls avant un départ peut-être de Max Verstappen dans une autre écurie, et de ceci avoir cette chance de pouvoir être promu dans l'écurie mère. Passons maintenant à l'écurie historique Williams. Williams va partir en 2025 avec un duo de pilotes très qualitatif, avec notamment Carlos Sainz, pilote Ferrari la saison passée, nombre de plusieurs fois vainqueur, peut prouver qu'il reste un top pilote, malgré le fait que sa voiture ne lui permettra pas forcément de jouer les points tout le temps. De ce fait, face à lui, le pilote thaïlandais Alexander Albon, celui-ci a eu une cote très importante en 2023 et cette saison 2024 fut un peu plus compliquée, avec une Williams capable de faire de moins de coups d'éclat. La question qu'il va falloir se poser, Albon a été signé lors d'un contrat plusieurs années, celui-ci a affronté des pilotes qui sont Logan Sargent et Franco Colapinto. Celui-ci a eu des facilités
à le battre. Maintenant, il va avoir face à lui un pilote du même trempe, voire d'une trempe meilleure, car celui-ci est déjà un vainqueur de Grand Prix. Bien que James Wolfe, le team principal de l'écurie Williams, martèle que la saison la plus importante est 2026 et non 2025, ce duo de pilotes va permettre à l'écurie d'allier expérience et qualité de pilote pour permettre à l'écurie donc de viser des places très très hautes en 2026 avec notamment le moteur Mercedes qui pourrait être la bonne pioche de cette saison 2026 avec la nouvelle réglementation. Maintenant parlons du mauvais élève de la saison 2024, l'écurie Kick Sauber. Cette écurie est bien évidemment qu'une écurie primaire et qui ne pense pas tout de suite à la saison 2025. Celle-ci vient de faire partir ses deux pilotes, Valtteri Bottas et Guan Yu Zhou, le pilote finlandais et le pilote chinois. L'écurie n'a marqué que 4 points la saison passée, grâce notamment au pilote chinois. L'écurie donc maintenant va vers un rebranding avec la marque Audi. Pour cela, l'écurie a eu de nombreuses difficultés pour savoir qui allait être la tête du projet. Au départ, c'était prévu que ce soit Andreas Seidel, l'ancien team principal de l'écurie McLaren, qui malheureusement avait des places chez Audi, mais a priori celui-ci a quitté ses fonctions. De ce fait, on a rappelé Mattia Binotto, l'ancien team principal de Ferrari, avant l'arrivée de Frédéric Vasseur. Celui-ci a donc été chargé de gérer l'arrivée d'Audi en Formule 1 du côté de l'écurie Kick Sauber. Pour cela, il a décidé de se tourner vers Nico Hülkenberg avec ses très bonnes performances du côté de chez Haas. Celui-ci a retrouvé un baquet et un contrat pluriannuel qui va permettre à Nico Hülkenberg d'aider l'écurie Audi, qui est également allemand, comme lui, de ce fait à pouvoir arriver en Formule 1 avec des bases solides. Et l'écurie a également misé sur le double vainqueur en titre de la F3 et de la F2, le Brésilien Gabriele Bortoleto. Ce pilote a été très bon lors de ces 2 saisons en catégorie de promotion, alliant rapidité et surtout capacité de être régulier, car celui-ci n'a pas gagné forcément le plus de courses, mais a été toujours là au moment opportun pour savoir gérer des situations de crise. De ce fait, le marché brésilien peut être également un marché important pour la marque allemande de pouvoir réussir à toucher un marché sud-américain avec notamment le brésilien. Car la Formule 1, rappelons-le, est quand même un business et les voitures Audi se vendront mieux en Amérique du Sud que bien évidemment en Europe avec un pilote moins hype. L'ambition de l'écurie de ce fait est donc de laisser passer cette saison, de voir les résultats que l'écurie peut avoir au niveau comptable et d'attendre facilement et tranquillement la saison 2026 et la nouvelle réglementation. Après vous avoir expliqué les enjeux de la saison en parlant des écuries, maintenant parlons des enjeux de la saison. La guerre des générations. La jeunesse prend le pouvoir. Comme je vous l'ai dit, il y a 5 rookies qui arrivent sur la grille. Ça n'arrive que très rarement. Et notamment, cela est dû, comme je l'ai dit, à cause de la réglementation de 2026, où les écuries veulent prendre de l'avance et permettre aux pilotes jeunes de prendre une année d'expérience avant d'être jetés dans le grand bain. Seuls 4 pilotes ont plus de 30 ans, Lewis Hamilton, Fernando Alonso et Nico Hülkenberg. Les écuries se tournent donc vers des pilotes de plus en plus jeunes, avec l'objectif que ceux-là s'acclimatent en Formule 1. Maintenant, l'un des enjeux principaux est la lutte pour le titre. La saison passée, nous avons eu par moments des luttes avec 8 voitures. Non, en fait, que 7. Vu que Sergio Pérez n'était pas du tout au rendez-vous. Là, cette saison, on peut espérer que Liam Lawson fasse mieux pour Red Bull et voir si le jeune Andrea Kimi Antonelli sera prêt pour lutter pour la couronne. McLaren peut-elle confirmer son ascension avec potentiellement encore un titre constructeur, mais ce que veut l'écurie Papaye, c'est surtout un titre pilote avec soit Lando Norris, soit Oscar Piastri. Également, c'est la dernière saison avant le grand changement de 2026. Les 2 équipes doivent donc jongler entre la performance actuelle, c'est-à-dire d'être performants en 2025, mais également de se tourner vers l'avenir avec la préparation de 2026. Souvent, lors des dernières saisons de réglementation,
les écuries sont totalement au point et donc les convergences de performance sont les mêmes. Et on peut se retrouver, je pense, avec plusieurs grands prix où les équipes gagnent avec très 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 peu de temps d'avance. 2026 marque également, en plus de la réglementation qui change, l'arrivée d'un nouveau constructeur et d'une nouvelle écurie, l'arrivée de Cadillac F1 Team, avec l'arrivée également en tant que constructeur de General Motors. Cela est également un tremblement de terre, car depuis l'arrivée de Haas en 2016, aucune écurie n'avait voulu qu'une autre y entre, car bien évidemment ce sont les 10 écuries qui décident si elles veulent qu'une autre écurie rentre dans la compétition. Bien évidemment, couper la poire en 11, le gâteau en 11 parts, on en a moins que si on ne le coupe qu'en 10. De ce fait, 2 nouvelles places pourraient se libérer sur la grille. Et donc nous n'aurions plus une Formule 1 à 20 pilotes, mais à 22. De ce fait, certains pilotes espèrent flairer le bon coup pour faire leur retour sur la grille. Pour cela, j'ai listé quelques pilotes qui, selon moi, pourraient être dans les discussions pour revenir en Formule 1 ou arriver en Formule 1 chez Cadillac. Voici mes petites pistes. Tout d'abord, l'Australien Daniel Ricciardo. Il est pressenti pour rejoindre Cadillac en 2026 après une saison difficile chez Racing Bulls. Il pourrait trouver une nouvelle opportunité au sein de l'équipe américaine et il pourrait apporter son expérience et également le fait qu'il ait beaucoup de sponsors et que l'écurie pourrait, grâce à l'impact de Daniel Ricciardo au niveau de la communication et des réseaux sociaux, permettre à l'écurie d'avoir une belle tête et une belle tête de gondole. On retrouve également Mick Schumacher, le fils de Michael Schumacher, n'a toujours pas eu de baquet depuis son passage chez Haas, bien qu'il ait réussi à faire des périodes de réserviste chez Mercedes et qu'il roule également en endurance du côté de Alpine. Celui-ci pourrait être important pour Cadillac, d'autant qu'il prévoit d'utiliser des moteurs Ferrari pour ses débuts avant de construire les leurs, je pense d'ici en 2027 ou 2028. L'autre personne que l'on peut espérer est le champion de Formule 2 Felipe Drugovich. Il est actuellement pilote de réserve chez Aston Martin et également couru aux 24 heures du Mans avec Cadillac. Son lien avec le constructeur et son expérience en endurance pourraient le rendre attrayant pour l'équipe et il est également vainqueur de Formule 2 comme je l'ai dit. Et les vainqueurs de Formule 2, on peut espérer qu'ils puissent arriver en Formule 1 car par moment c'est compliqué. Hormis cette année, les vainqueurs de Formule 2 ne rentrent tous pas en F1 alors que pourtant eux ont le potentiel. L'autre option est notre Français Théo Pourchaire. Celui-ci a 20 ans, il a disputé 6 courses en 2024 et est considéré comme un talent prometteur. Il a également fait des courses en IndyCar. Sa jeunesse et son potentiel pourraient totalement correspondre à la vision de Cadillac pour l'avenir de trouver un pilote français ou même étranger pour espérer avoir une jeune future star en Formule 1. Enfin, le dernier choix, Colton Herta. À 24 ans, c'est une star montante de l'IndyCar et est pressenti pour incarner le rôle de jeune talent de l'équipe chez Cadillac. Sa nationalité et son potentiel en font un candidat idéal pour l'équipe américaine. Et également, je précise que Logan Sargent pourrait être pressenti car celui-ci a une expérience en monoplace, tandis que Colton Herta n'est qu'une expérience en IndyCar. L'IndyCar pourrait être un frein à l'arrivée de Colton Herta, notamment si celui-ci n'obtient pas sa super licence. Maintenant, nous allons parler des pronostics de la saison 2025 de Formule 1. Mes pronostics, j'envisage donc un classement constructeur avec McLaren à la première place, Ferrari en seconde, Mercedes en 3, Red Bull en 4, Aston Martin en 5, Haas en 6, Alpine en 7, Williams en 8, Racing Bull en 9, Kick Sauber en 10. Je précise qu'il y a pour moi une grande différence entre les 4 premiers, c'est-à-dire McLaren, Ferrari, Mercedes, Red Bull, un énorme no man's land avec Aston Martin, Haas et Alpine, et ensuite un troisième championnat entre Williams, Racing Bulls et Kick. Je pense qu'honnêtement, McLaren va gagner le championnat constructeur car ils ont le duo de pilotes le plus proche en termes de performance l'un et l'autre. Je pense qu'il y a un plus gros écart entre Hamilton et Leclerc qu'entre Norris et Piastri. Je pense que Piastri, il lui faut une troisième saison, il entre dans sa troisième saison et à partir de là, il va y arriver à permettre à être beaucoup plus régulier, notamment
course, parce qu'en qualification, il est quand même souvent proche de son coéquipier, mais il lui manque toujours quelque chose, il lui manque surtout la vitesse en course. Voilà. Je pense que Ferrari fera une très très grosse saison avec, je pense, Hamilton bien meilleur que Leclerc, ça c'est mon avis. Donc j'ai établi mon top 10, on va dire, du championnat pilote de la saison 2025. Je pense qu'Oscar Piastri va gagner le titre cette saison. C'est mon gros pari. Je pense qu'il va réussir à gagner ce petit truc qu'il n'avait pas par rapport à Lando Norris, qui a beaucoup plus d'expérience que lui. Bien qu'en termes d'expérience pour jouer un titre, ils ont eu la voiture autant de temps l'un que l'autre. Je pense que Norris, avec ses quelques années d'expérience en plus, ça lui permet donc de pouvoir mieux gérer les pneus notamment, ce que un peu Oscar Piastri avait du mal à faire. Et il va falloir que Oscar Piastri prenne un peu d'avance assez rapidement, afin que McLaren puisse déceler le numéro 1 par rapport au numéro 2, afin d'éviter une situation comme l'année passée où on ne savait pas qui était le leader et qui était le numéro 2. En deuxième place, je vois Max Verstappen. Je pense que le problème de la Red Bull sera toujours son pilote numéro 2. C'est pour ça qu'en termes de championnat constructeur, je trouve que les trois autres duos des autres écuries, McLaren, Ferrari, Mercedes, sera meilleur que le duo Verstappen-Lawson. Je pense que Lawson, je ne suis pas un grand fan. Donc peut-être que ça joue et ça biaise mon raisonnement, mais c'est comme ça. En troisième place, je vois Lando Norris. Je pense que McLaren va réaliser une très très grande saison et va peut-être être l'écurie qui va gagner le plus de victoires et qui gagnera le constructeur. En quatrième et cinquième place, je mets les deux pilotes Ferrari qui, avec notamment Lewis Hamilton devant Charles Leclerc, je pense que Hamilton va mettre une pression à Charles Leclerc. Il n'a jamais eu un pilote aussi fort avec lui. Je pense que Charles Leclerc est un pilote qui peut faire gagner un titre à Ferrari. Je pense que j'ai pas de souci là-dessus. Mais je pense que Lewis Hamilton est tellement fort qu'il sera meilleur que Leclerc. Je pense que Leclerc peut réaliser la meilleure saison de sa carrière. Je pense que Hamilton sera quand même devant. Ensuite, je mets le duo Mercedes-Russell-Antonelli. Je pense que Andrea Kimi Antonelli aura, je pense, plus de facilité en qualification qu'en course, car il va falloir qu'il apprenne la gestion des pneus, etc. Donc je mets quand même Russell devant. Et ensuite j'ai trois pilotes, j'ai Alonso, Ocon et Lawson. Je pense que Fernando Alonso sera un peu seul, c'est-à-dire qu'il sera derrière les 8 premiers, et ensuite il sera tout seul avec son Aston Martin. Je pense que Lance Stroll n'arrivera pas du tout cette saison. Ce sera encore une saison catastrophique de la part du Canadien. Et ensuite, je mets Ocon et Lawson. Lawson parce qu'il est dans la Red Bull et que je pense que Max Verstappen fait surperformer cette voiture. La saison passée, on a vu Checo Pérez jouer des 8e, 9e places. Je pense que c'est ce que va jouer Liam Lawson. Et j'ai mis devant Lawson à la 9e place Esteban Ocon. Je pense que Haas fera une très bonne saison. Je mets Oliver Berman 11e, je pense. Et puis voilà, je pense que Haas fera une meilleure saison qu'Alpine. Alpine a tellement été sauvé par le miracle du Brésil que je ne suis pas sûr que l'écurie aura une meilleure voiture qu'en fin de saison passée. Donc mes surprises de la saison, c'est l'écurie Haas, Andrea Kimi Antonelli qui va réussir à performer dans une voiture plus que bonne, et Oscar Piastri qui, dans sa troisième saison, arrive à obtenir le titre pilote. Et mes déceptions de la saison, Alexander Albon, qui pour moi on va voir la différence avec Carlos Sainz. Alexander Albon a jamais eu une voiture pour gagner, mais quand il était chez Red Bull et que Max Verstappen faisait des troisièmes, des secondes places, on voyait Max Verstappen capable de gagner. Je ne suis pas sûr qu'Alex Albon soit du cran de Carlos Sainz. Lance Stroll, rien à dire. Et Jack Doohan, je pense, c'est une déception parce que je le mets plus en déception, mais qu'on ne le verra pas assez. Dans le sens où je pense qu'il va être très rapidement remplacé par Franco Colapinto. Donc voilà. Je vais vous mettre en vidéo un sondage. Si vous pouvez y répondre, ça me ferait très plaisir. Ce sera un sondage sur, selon vous, qui va être le vainqueur de la saison de Formule 1 au niveau du classement pilote et du classement constructeur. J'espère que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un retour. Suivez-moi sur ma page Spotify en vous abonnant au podcast, ou alors soutenez-moi sur YouTube en vous abonnant à la chaîne Sport à 360.
Merci à vous.